une sorte de fou rire, mais ça... Et voilà, c'est fini, c'était tout. Voilà, donc... on est dissipé, hein, c'est la fin de journée. Ok. Émilie de Turckheim, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour votre livre Le Prince à la petite tasse qui paraît chez Kalman Levy. C'est l'histoire de... Enfin, vous racontez comment vous avez accueilli un jeune réfugié afghan pendant 9 mois chez vous avec votre mari, vos 2 fils. Il y a un moment dans le livre, vous expliquez que aller à la rencontre d'un étranger, ça donne le trac en fait, comme dans la cour d'école, voilà, dans la cour primaire, c'est simplement le fait d'aller vers l'étranger. Comment, quand vous avez accueilli Reza, ce jeune homme, vous êtes passé de cette figure d'étranger à une figure de quelqu'un de familier. Quand est-ce qu'il est devenu familier pour vous ? Ah, mais alors, je pense pas qu'il y a un moment où je me sois dit, tiens, maintenant Reza fait partie de notre famille. L'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment à la seconde où il arrive à la maison, alors on ne le considère plus comme un migrant anonyme qui est défini par son pays d'origine, tous les drames qu'il a traversés depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il a fui son pays en guerre et qu'il traverse tous les pays du monde jusqu'à son arrivée en France. Donc pour moi, là, voilà, le fait de le voir comme, c'est peut-être pas un membre de la famille, mais comme une personne singulière qui a son histoire, ses projets, sa voix, voilà, connaître son corps, les mimiques de son visage, savoir le lire en fait, comprendre comme quand on vit avec des gens et qu'on n'a plus besoin de se parler pour très bien savoir ce que l'autre pense en un regard. C'est dans ça qu'on se lance quand on prend cette décision. C'est-à-dire on va avoir cette intimité-là avec la personne. On va connaître son corps dans sa danse de cette façon-là. Après, je ne peux pas dater un moment où je me serais dit « Ah, voilà, Reza, c'est in the pocket, je sais qui il est. » Bon. Mais c'est plus la question du désir. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a ce désir de découvrir l'autre, alors on se met à observer les choses, à essayer de les comprendre. Et vous 4, vous aviez le désir de la même manière? Comment est-ce qu'il y avait une différence entre vous, votre mari, les adultes, et vos enfants qui ont un prisme différent dans la découverte de l'autre? Ah, c'est sûr. Et non seulement différent, mais tellement plus simple. C'est-à-dire que le nombre de fois où ils ont désamorcé des situations de malentendus, de gêne, ne serait-ce que la toute première rencontre. C'est-à-dire que le fait que les enfants soient là quand on était un peu coincés autour de la table, à pas oser poser les questions, ne sachant pas quel drame avait traversé Reza, qui était vivant ou mort dans sa famille. Bon, et ben la simplicité avec laquelle mon fils a désamorcé ça en demandant tout simplement alors par quel pays t'es passé pour arriver ici. Et donc voilà, Reza énumère les pays et il y en avait beaucoup et c'était voilà l'Afghanistan et l'Iran et la Turquie et la Grèce, etc. jusqu'en Norvège et à fuir en gros pendant 10 ans. Et mon fils disant waouh la chance. Et là dans ce moment-là on se dit oh qu'est-ce qu'il a dit, quelle horreur. Et voilà. Et Reza est fier en fait. Ouais, c'est ça, voir dans le regard de Reza qu'en fait pour lui, voilà, il a compris que dans le regard d'un enfant de 10 ans, effectivement, c'est un voyage incroyable. C'est pas que des expériences de drame traumatisantes, de rejet, mais c'est plein de gens aussi qui s'entraident, plein de découvertes, plein de lieux nouveaux, de langues nouvelles. Donc il y a aussi se rencontrer aussi de cette façon-là. Ça veut dire se rendre compte que l'autre qu'on définit comme un migrant à travers les tragédies qui lui sont arrivées, et on a plein de choses heureuses à se raconter qui sont liées à tous les moments de sa vie, à son enfance, à ses souvenirs même dans ce long voyage, qui n'est pas que noir, qui n'est pas désespérant. Et ça, je sais pas, ça adoucit les choses et ça les rend beaucoup plus possibles quand on arrête de penser que c'est comme si on était d'un côté et de l'autre d'un mur et que comme on n'avait pas l'expérience de cette vie dramatique, de la fuite, de la guerre, alors on ne pouvait pas s'entendre, se comprendre, se parler. Et ça prend du temps. Donc
la chance qu'on a quand on passe des mois et des mois avec quelqu'un, c'est qu'on dispose de ce temps qu'on n'a pas dans la vie habituellement. Et ce qui peut se passer comme ça en 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est pas quelque chose qui peut arriver en 1 heure. Donc pour moi, je vois vraiment ça comme une sorte de situation extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une situation inédite de se retrouver dans un petit appartement parisien, tous ensemble, de vivre cette découverte. Et finalement, presque, je sais pas comment dire, mais je me réjouis qu'on n'ait pas eu plus de place, parce que l'idée, c'est pas de... Voilà, c'est pas de s'éviter en se disant chacun est dans son coin et c'est une sorte de colocation. C'est évidemment beaucoup plus intime qu'une colocation, ça engage beaucoup plus profondément, mais c'est ce qui fait toute l'intensité en fait de ce moment-là, l'émotion. Et ce qui fait l'intensité aussi, c'est la confiance qui se lie. Alors pareil, le moment est difficile à dater pour vous, j'imagine. Peut-être que c'est relativement immédiat de votre part, d'avoir confiance en lui, parce que vous vivez ensemble. Ouais. Alors elle a été immédiate, et c'est évident que quand on se lance là-dedans, on n'a absolument rien qui ressemble à de la méfiance. C'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression d'accueillir quelqu'un qui a bravé tous les dragons, toutes les épreuves de la vie, et on est plutôt dans un état d'admiration. Donc moi, la question de la méfiance, de savoir... moi, je suis un peu déprimée, en fait, quand on me demande, alors, vous n'avez pas eu peur? Bon, la question de la peur, voilà, elle me paraît très, très étrange et suspecte. Je me dis, pourquoi est-ce que le premier rapport qu'on aurait à une personne étrangère, c'est celui de la peur? C'est l'idée qui pourrait venir nous agresser, faire du mal à nos enfants. Alors, non seulement ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais c'est vrai que oui, je lui ai accordé une confiance que peut-être je n'accorde pas aussi immédiatement à d'autres personnes dans ma vie quotidienne, comme si le fait qu'on se retrouve là à ce moment-là et qu'il vienne habiter chez nous, on se devait, c'est une espèce de contrat moral. Ça veut dire que cette confiance, on ne serait pas là si on n'était pas habité par cette confiance et par le fait qu'on va tous y mettre du nôtre. Et quand je dis mettre du nôtre, c'est que évidemment que ça modifie des choses dans notre façon de vivre, parce qu'on a quelqu'un au milieu de nous, comment on va se répartir l'espace, comment on s'organise pour les repas, la salle de bain. C'est plein de petites choses en fait qu'on ne questionne pas quand on vit ensemble, et qu'une personne étrangère, vraiment un corps étranger chez soi, vient réveiller. C'est-à-dire comment à nouveau le familier, pas familier, ce qui fait que ça... Oui, et se questionner du coup sur qu'est-ce qui nous est familier, comment nous on prend soin les uns des autres, comment on se parle les uns aux autres. Et puis le fait qu'on soit une famille devant lui. Alors est-ce que ça veut dire qu'il rentre dans cette famille et qu'on est une sorte de famille imaginaire recomposée? Et ça, il y a plein de moments où on le ressent très fort et où on rêve que ce soit ça qui est en train d'arriver. Et puis plein de moments plus secrets et de tristesse, on va dire, en moi en tout cas. En tant que mère? Oui, en tant que mère, de se dire, oui, d'accord, on peut se raconter cette histoire-là, mais il y a aussi la réalité de sa situation, qu'il est orphelin, que moi je suis une mère devant lui, qu'il me voit avec mes enfants et que ça le renvoie forcément à la tristesse de sa situation, d'avoir aucune nouvelle de sa famille, de ne pas savoir ce qu'est devenue sa mère depuis tant d'années. Donc ça pour moi c'était peut-être la chose la plus compliquée à vivre, parce que ça restait la chose la plus taboue, la plus secrète entre nous. Et moi je voyais bien que j'avais tout le temps une sorte d'élan maternel infini, parce qu'il était une sorte aussi de grand frère pour mes enfants. Et voilà, il y a quelques jours, dans un texto, il a employé le mot de famille pour nous décrire tous ensemble, et qui était content de nous avoir comme famille. Et ça m'a extrêmement émue, parce que je me suis toujours demandé comment il nommait cette association entre nous, ce lien. Et ça veut dire aussi notre avenir. Si on dit ce mot de famille, ça veut dire qu'on sait aussi quelle confiance on se fait pour l'avenir, qu'on sera là pour lui quand il en aura besoin. Donc ça, c'est voilà. Ça permet de se dire que c'est pas une petite tranche de vie, c'est quand même l'idée d'une rencontre dont on ne fermera pas la porte. Qui a créé une époque dans votre famille, dans votre vie. Ce que vous dites aussi, à titre personnel, c'est qu'il a permis la remise en cause de plein de choses, de votre prisme, de votre vision du monde, mais aussi de votre métier en tant qu'auteur, en tant qu'écrivaine. C'est hyper intéressant. Ah ben oui, surtout que c'est quand même inattendu que ce soit ce jeune homme afghan qui ne dit que quelques mots de français, qui soit la seule personne de mon entourage proche à me demander le soir « Qu'est-ce que tu as écrit ? Pourquoi tu as écrit ça? Est-ce que tu peux me lire ce que tu as écrit? Et moi, de me rendre compte que finalement, ces questions-là, je les aborde jamais avec les gens autour de moi, alors que ça devrait être une question toujours centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'écrire, quel rôle ça a. Et j'ai vraiment senti que lui, il venait
mettre le doigt sur cette question de façon très très avec acuité. Oui, et que je me sentais, il fallait que je lui réponde. Je voyais bien que là c'était très important que je lui réponde, que sa question, elle attendait une réponse, mais qui avait un grand écho pour moi dans ma vie, et que la façon qu'il a eu d'être tout de suite attiré par les livres dans la maison, de me poser plein de questions sur ce que ça voulait dire qu'écrire, pourquoi il y a des gens qui lisent, pourquoi d'autres ne lisent pas, le fait qu'il offre une machine à écrire à mes enfants, qu'il apporte une sorte de penderie dans la maison qu'il avait trouvée sur un trottoir pour qu'elle me serve de bibliothèque, quoi, parce qu'il voyait que j'avais des livres partout, que je ne savais plus où les ranger. Bon, et bien tout cette espèce de mouvement d'amitié vers les livres, alors que lui, il n'a pas été au contact des livres dans sa vie. Je veux dire, il a quitté son pays à l'âge de 12 ans, il n'a pas fait d'études, donc voilà, il n'a pas eu l'occasion de lire. Mais cette espèce de d'élan inné qu'il a pour les livres, ben, ça me fait penser très très fort à ce lien universel, intuitif des livres entre nous. Et je suis sûre que les livres auront une place dans sa vie. Donc voilà, ça aussi, ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, c'est pas une coïncidence qu'on se retrouve à se parler de livres alors qu'on manque de mots pour dire les livres. Mais en fait, c'est entre nous, c'est un lien évident. Je parlais du trac, de se lancer, d'avoir un jour le déclic. C'est ce que vous dites assez rapidement, que ils sont nombreux à dormir sous les ponts. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, effectivement, on choisit d'en accueillir un. Cette envie de témoignage, est-ce qu'il y a le fait de dire on peut tous avoir le trac et à un moment ça part, faire un pas. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment difficile. La question du trac et pas de la peur. Parce que tout le monde parle de la peur comme si on avait une peur innée et normale de l'étranger et que machin, et c'est terrible en fait. Ça se construit la peur qu'on a de. Alors ça se construit, mais moi je pense que parfois c'est une erreur de lexique. C'est-à-dire qu'on dit peur pour décrire cette forme de trac, de timidité qu'on a, à force de. C'est pas la chose qu'on n'a pas été élevé ou éduqué dans l'idée qu'on allait vers quelqu'un qui nous est totalement étranger en lui proposant de venir chez soi. Ça n'a rien de naturel dans la façon dont on a grandi, enfin en tout cas dans nos sociétés. Et c'est pas du rejet, c'est pas de l'indifférence, c'est simplement qu'il faut surmonter quelque chose, voilà. Une inhibition en fait. Ouais, une inhibition, une timidité, une peur de mal faire, une peur de pas savoir faire, de réaliser qu'en fait on sait pas accueillir, qu'on sait pas se parler parce qu'on est trop à distance. Donc oui, c'est du vrai trac et pas une peur, à mon sens, pas une peur au sens de l'hostilité ou de la crainte profonde. Oui, d'ailleurs, quand vous parlez de la peur dans le livre en disant lui, il a une définition, Reza, de la peur qui donne la vraie définition de la peur. Exactement. Fuir, avoir peur pour sa vie, manquer de se noyer, passer la nuit en courant des frontières, ça doit ressembler vraiment à la peur. Faire un trajet de milliers de kilomètres sous un camion aussi, ça doit ressembler à la peur. Donc oui, cette question du trac, c'est aussi une façon de dire aux gens, c'est à la fois beaucoup plus simple qu'on se l'imagine, c'est-à-dire que finalement c'est très naturel, c'est quelque chose qu'on sait tous faire, rencontrer quelqu'un, se parler de tous ses souvenirs d'enfance, de nos projets, et en même temps c'est normal qu'il y ait cette grosse appréhension à surmonter parce que ça n'appartient pas à nos vies, on n'est pas élevé dans cette tradition d'hospitalité avec un absolu étranger et c'est comme ça, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, c'est juste que du coup si on a espèce d'élan enthousiaste pour se dépasser ce petit moment de frayeur, de trac, c'est quand même la porte ouverte à toutes les joies, croyez-moi. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous.